Elle était très attendue depuis que la Gambie l'a ratifiée. Banjul bouclait alors le quota des 22 pays nécessaires pour que l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine entre en vigueur. La chose est effective depuis le 30 mai dernier et désormais, tous les regards sont tournés vers le mois de juillet où sera lancé le marché commun africain qui suscite tant d'espoir. Il pourrait en effet conduire à une augmentation de 60% des flux commerciaux intra-africains d'ici 2022. En attendant, l'heure est à la définition des modalités de fonctionnement de l'accord, un accord qui poursuit son petit bonhomme de chemin sans la signature d'un mastodonte de l'économie africaine, notamment le Nigeria. Alors finalement, l'Afrique a-t-elle réellement franchi un pas historique vers son marché commun? C'est la principale question au cœur de ce numéro d'Espace Éco. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Avec moi sur ce plateau, dans ce numéro de Espace Éco, Madame Aline Asankpan-Rumbedi. Elle est journaliste, spécialiste des questions économiques et promotrice du journal en ligne intégration.com. Merci, Madame, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame Inès Awansou, de m'avoir invitée. En face de vous aujourd'hui, Monsieur Georges Koutou, consultant en développement. Bienvenue à vous sur SICA TV. Merci pour l'opportunité de parler une fois encore du développement économique de l'Afrique. Alors, pour vous, chers invités, la date du 30 mai pourrait-elle être considérée comme un tournant décisif vers l'avènement du marché commun africain? Oh oui, absolument, parce que c'est pour la première fois dans l'histoire du monde comme de l'Afrique que des pays noirs décident de se mettre en mouvement vers un système d'économie de marché véritable. Et aussi, c'est aussi la première fois que les discours dépassent l'étape de discours pour devenir des actions. Donc, c'est une grande étape qui vient d'être enclenchée. Aline Asankpan-Rumbedi, vous partagez cet avis? Je crois que je partage le même avis que M. Koutou parce que ce que j'ai apprécié là, nos dirigeants ont fixé un délai, il y a un échéancier qui est respecté. Donc ils ont dit, ils ont fixé un quota, 22 pays minimum pour lancer ce grand marché-là. Et ils ont donné une date le 30 mai et c'est respecté. Et d'ici là, ce mois, si tout va bien, nos ministres, les ministres africains du commerce doivent se retrouver à Kampala, Rwanda, pour élaborer les stratégies de la mise en œuvre effective de ce grand marché-là pour la rencontre des chefs d'État prévue pour juillet 2019 au Niger. Alors, à court terme, l'objectif de la ZLECA, c'est de booster de 18 à 60% les flux commerciaux intra-africains d'ici 2022, donc dans 3 ans. N'est-ce pas utopique au regard de tout le travail qui reste à faire? Mais pas du tout, parce que à nos frontières, si vous passez un peu, vous vous rendrez compte qu'il y a de l'activité qui se mène entre États. Il y a de l'activité, mais beaucoup de choses restent encore à parfaire à ce niveau. La libre circulation des personnes et des biens n'est pas forcément une réalité encore. Mais la première étape de la zone de libre-échange, la ZLECA, c'est d'abord de permettre la libre circulation des biens. Et après, passer à l'union douanière pour atteindre le marché commun. Mais ce qui se fait maintenant va faciliter davantage les échanges intra-région ou d'abord, parce que c'est ce qui est prévu, on va parler d'abord au niveau de la CEMAC, la CEDEAO, on va renforcer les lois qui existaient pour permettre que ça se passe, et maintenant, entre les différentes régions. Donc, ça va faire en sorte qu'il y aurait plus d'échanges. Mieux, là où les 60%, je pense même qu'on devait dire 80%, parce que l'Afrique est le plus gros consommateur du monde.
l'Afrique fait plus d'1 milliard d'habitants. Et ça compte. Ce n'est pas rien. Ça fait que on importe beaucoup. On importe presque tout ce qu'on utilise. Et c'est peut-être les mêmes choses importées qui sont échangées entre pays. Étant donné qu'il y a un marché aujourd'hui où on peut s'échanger, les industriels, les capitaux peuvent faire des mouvements vers l'Afrique pour se délocaliser. Bon, certains vont dire, compte tenu de leurs obédiences, que c'est du néo-capitalisme. C'est leur opinion, mais la réalité est que sans capitaux, vous avez beau avoir des idées, vous ne pouvez pas avoir des industries. Donc, il faut des capitaux pour des industries. Étant donné qu'il y a un marché, il y a des industries, et du coup, l'activité économique se met en place. Et le volume va s'augmenter, parce que si je produis à partir de la Chine, je vais prendre un exemple pour montrer un peu l'impact que ça aura. La Chine, en 2003, avant 2003, n'envahissait pas tout le monde entier. Mais dès que la Chine est rentrée dans les accords du GATT devenus l'OMC, et la Chine a commencé par exporter, on a vu la croissance de la Chine. Maintenant, et la Chine a protégé son marché intérieur, et c'est la Chine qui produisait pour son marché intérieur. Si l'Afrique peut produire d'abord pour son marché intérieur, avant de faire face à ce qui est à l'extérieur de l'Afrique, ça aurait été un grand pas. Peu importe d'où vient le capital, c'est la manière dont les lois sont élaborées, les stratégies sont mises en place. C'est ça qui permettrait que les 60% soient atteints très rapidement et qu'il y ait d'autres objectifs pour la suite, parce qu'il faut aller jusqu'à l'intégration économique. C'est juste une étape. Donc, ceci étant, si aujourd'hui, vous avez un pays de 5 millions d'habitants et vous voulez une usine de fabrication de voitures, un exemple, vous pensez que l'investisseur va venir rapidement comme ça? Non. Mais si on voit que vous êtes ouvert sur un marché de 200 millions d'habitants, donc un potentiel d'achat de voitures annuel de 10 millions, du coup, c'est intéressant parce que nous sommes aussi dans la recherche de financement pour les États. On a eu des cas où les États voulaient définir, ils avaient de bonnes volontés, mais quand l'investisseur regarde et le marché, ils disent non, ce n'est pas vraiment intéressant. Mais il y avait quand même les matières premières sur place, mais ce n'est pas ça qui importe aujourd'hui. On peut les regrouper un peu partout et sortir le véhicule quelque part où les lois sont favorables aux capitaux. Donc, c'est très important ce qui est fait. 60%, c'est réaliste, c'est très, très réaliste même. Alors, nous savons, chers invités, que le commerce intra-africain à l'heure actuelle n'est qu'à 18%, alors qu'avec l'Asie, l'Afrique commerce à hauteur de 51%, 54% avec l'Amérique du Nord, par exemple, et 70% avec l'Europe. Dans ces conditions, est-ce que, et vu aussi que on note encore une véritable absence de zones de libre-échange au sein des blocs régionaux qui existent actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons d'être un peu réticent, Madame Alina Sapon? Bon, au niveau de la CEDEAO, déjà, je crois que cette réticence-là n'a pas sa place d'être, parce que déjà, la CEDEAO est déjà un grand marché de l'Afrique de l'Ouest, et il y a déjà des avancées comme la libre circulation des personnes et des biens. Si vous l'avez dit tantôt... Une libre circulation qui n'est pas, comme je l'ai souligné tantôt, qui n'est pas effective sur le terrain. On a encore beaucoup de barrières à ce niveau. Il n'est pas facile aujourd'hui de traverser certaines frontières, quitter par exemple le Bénin pour aller au Nigeria. Ça pose parfois des problèmes. Oui, vous savez que le Nigeria, le voisin d'à côté, a toujours une politique protectionniste. Et la belle preuve, le pays traîne à prendre le train de la ZELCA. Pourquoi? Parce que le président a lancé une étude pour voir l'impact que... Ce qui est tout à fait légitime, voilà, ou pas? Ce qui est légitime, c'est ce que j'allais dire tantôt. Donc, même lancer la ZLECA très bientôt avec les 22 pays, c'est comme une phase pilote pour voir. Quand tout à l'heure, vous avez dit 2022, est-ce que c'est réel ou réaliste? Je crois que c'est l'étape pilote. Sinon, l'échéance à terme même, c'est 2040. Mais on va commencer. Ils veulent commencer avec les 22 d'abord pour voir ce que ça va donner. Et pourquoi pas, ils ont choisi aussi les blocs régionaux. Et il y a déjà des pays du Maghreb qui sont au portillon de la CEDEAO, parce que
CEDEAO, c'est 350 millions de consommateurs. Donc, c'est un grand marché. Donc là, ça peut marcher. C'est pas, ils ne viennent pas pour échanger avec un pays. Si c'est le Bénin seul, qu'est-ce que le Bénin a à mettre sur ce marché-là? Voyez-vous. Mais ce qui est acceptable là, ce qui est admirable là, c'est que la ZLECA, c'est quelque chose, c'est comme un wagon qui va traîner les PMA, les petits pays, c'est une progression vers l'industrialisation, la commercialisation des produits agricoles et tout. Parce que c'est vrai, vous avez dit tantôt que c'est pas facile, mais il y aura la suppression des tarifs et des barrières non tarifaires, vous voulez dire? Voilà. Non, pas non. Déjà qu'il existe les barrières tarifaires douanières là, il y aura la suppression à 90%, ils ont dit. Donc, quand ça sera mis en œuvre, bon, pour notre pays, le Bénin par exemple, qui a un budget purement fiscal, je comprends pourquoi jusque-là, le gouvernement ne réagit pas bien, on attend, on observe, on est dans cette position d'observation. Parce qu'on ne peut pas aller tout de go sans prendre des dispositions. Donc les négociations se poursuivent à ce niveau-là. Mais toujours est-il que quand on écoute, on suit bien les experts de la CEA, même les PA ont intérêt à aller parce que ça va les avantager à moyen et long terme. Alors, la ZLECA entre en vigueur dans un contexte où l'Afrique se heurte encore à de nombreux obstacles. C'est par exemple le manque d'infrastructures, c'est la pluralité des politiques monétaires, c'est la faiblesse de l'industrialisation, vous l'avez souligné tout à l'heure. Comment agir finalement pour tirer le meilleur profit de ce projet? Vous savez quoi? Dans ce débat, je suis un peu peiné quand je vois la réaction des Africains. Nous n'allons pas inventer la roue. Elle est déjà là. Et je suis peiné parce que des fois, je me demande si nous sommes allés dans les mêmes écoles, où on a étudié les mêmes choses, ou bien on a accès aux mêmes informations. L'Europe était comment au lancement de leur zone de libre-échange? L'Europe avait combien de monnaie? Quand je vois des réticences au niveau des gouvernants, vous m'excusez, ça me choque. Parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, étant africain, parlant de panafricanisme, tout le monde se prend pour panafricaniste, et pour prendre des décisions, nous sommes incapables de nous fondre dans l'ensemble et nous défendrons le congrès de Berlin qui a balkanisé l'Afrique. Parce qu'avant, on n'avait pas ces barrières-là. Maintenant qu'on a l'opportunité de redevenir ce qu'on a toujours été, nous devenons calculateurs. C'est faux. Vous estimez que tous les pays africains devraient suivre le projet immédiatement sans penser aux intérêts personnels de chaque nation? Ils n'ont même pas d'intérêt. Quel est l'intérêt personnel des Africains? Dites-moi. Aucun pays n'a d'intérêt personnel. Je vais vous expliquer le cas du Nigeria. Le vice-président, quand le président était malade, a négocié cet accord proprement et était prêt à rentrer dedans. Quand le président est venu, compte tenu de la pression de certains, Dangote était d'accord, et Tony Elumelu était d'accord, il y a plein de gens qui étaient d'accord. Mais il n'y a pas que qui décident pour le Nigeria. Juste pour vous dire que le problème, c'est un conglomérat de commerçants Hausa qui se disent que bon, il faut qu'ils voient et qu'ils attendent. Mais ils vont regretter ça. Même le Bénin va regretter ça. Je vais vous faire des études davantage comparatifs. Il y a l'Érythrée aussi qui est dans le même cas. L'Érythrée n'a pas les problèmes que nous avons. L'Érythrée n'a même pas de soucis parce que l'Érythrée, signée ou pas, l'Érythrée s'adosse sur l'Éthiopie. Voilà. L'Érythrée n'a rien à faire si l'Éthiopie n'existe pas avec l'Afrique. Donc, l'Érythrée n'a pas les mêmes problèmes que nous, mais nous, on a un problème. Nous sommes la clé sur le Nigeria. À partir du Bénin, d'après, vous pouvez regarder le site le Fatbook de la CIA, c'est en ligne, on peut contrôler 50% du Nigeria à partir du Bénin. Ça, c'est un facteur non négligeable. Et le Bénin vous pensez que c'est un hasard que ces deux pays-là choisissent de ne pas signer? Ils peuvent avoir tous les arguments possibles, mais le temps démontrera que c'est des erreurs. Simple. Ce n'est pas question d'avoir des partis. Une erreur concertée, à votre avis?
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui était derrière les décisions. Il n'y a jamais eu un débat officiel. Il n'y a pas eu de raison officielle qu'on nous ait avancé. Le Nigeria, on sait que le président demandait du temps. Mais le Bénin, on ne sait rien du tout. Alina Sampo. Au niveau du Bénin, le Bénin n'a jamais dit je ne vais pas la ceinture, mais bon, petit pays, PMA, bon, il faut porter des gants pour aller, il faut prendre des dispositions parce que bon, vous allez directement sur un marché alors que nous n'avons aucune ressource, nous n'avons pas de ressources minières. Mais le Bénin n'est pas le seul dans ce cas-là, dans l'Afrique. Oui, d'accord, mais voyez-vous, c'est la taxe, les recettes fiscales qui font nos budgets. Donc, si déjà... Comme au Togo, comme au Niger, comme au Burkina Faso. Mais je ne défends pas, je ne mets pas, comment on dit... le refus, la non-signature. Mais je dis que nous allons aller, le Bénin ira. Mais le Bénin ira, le Bénin risque de prendre le train en marche. Même en prenant le train en marche, va courir derrière le train. Le Bénin a un grand désavantage en prenant le train en marche parce que quoi? Le Bénin est un très petit pays. Le Togo est un très petit pays. Le Togo est dans la ZLECA. Le Bénin dit non. Qu'est-ce qui se passe? Le Bénin n'a pas dit non. Pour le moment, le Bénin n'a pas signé. En tout cas, le Bénin est abonné absent pour le moment. Il y a 3 pays qui sont abonnés absents. Le Bénin, le Nigeria et l'Érythrée. Et l'Érythrée. Oui, OK. Le Bénin étant la porte sur le Nigeria, le Bénin a suivi, le Bénin n'a pas signé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les pays de l'Interland vont commercer avec le Togo, plus qui commercent avec nous. Donc, attendez-vous à ce que, si la zone-là marche correctement, le Bénin va en souffrir. Déjà, dès le départ. C'est des calculs qu'on doit faire. Oui. On doit faire l'analyse par rapport au flux financier entre ces pays de l'Interland et le Bénin. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes en compétition. Mais nous sommes en avantage géographique par rapport aux autres. Pourquoi devons-nous attendre? Les usines ceux qui veulent se lancer très tôt dans sur ce marché, dans cette zone-là, le Togo va commencer par les démarcher avant vous. Tout à fait. Et le moment venu, le Togo va leur dire non, le Bénin finira par signer. Donc quand le Bénin va signer, qu'est-ce qui va se passer? Non, je comprends. Malheureusement, je suis en train de démontrer. Un administrateur, un ministre ou bien un membre du gouvernement béninois ici. Et ce n'est pas faute de ne pas les avoir invités. Pour défendre la position du Bénin. Et justement, le débat ici n'étant pas sur le Bénin, nous allons évoluer, chers invités. Nous allons évoluer. Tous les pays, vous savez quoi? C'est très bien, c'est un atout. Nous allons évoluer dans le débat. Nous allons évoluer, nous allons nous intéresser à la part du secteur privé dans le projet de la ZLECA. Est-ce que vous estimez que le secteur privé a été suffisamment impliqué? Bien sûr que oui. Le secteur privé a été suffisamment impliqué. D'abord, c'est le secteur privé qui appuyait les différents forums économiques sur le continent. C'est le secteur privé, les gouvernants. Et il faut voir les rapports qui sont sortis. C'est eux qui disaient, on n'utilise pas la même monnaie, on a tel problème, on a tel souci. Et du coup, on dit, mais engageons le processus. Donc, c'est le secteur privé qui est à la base de cela. Et c'est très important. Vous savez quoi? C'est l'économie qui dirige le monde. C'est l'économie qui dirige les pays et les politiques. Si l'argent ne connaît pas la nationalité, si l'argent commence pas à circuler, que les gens travaillent ensemble, vous allez voir que le politique est obligé de se conformer. Tout à fait. C'est simple. Ce n'est pas le ministre, le gouvernement qui va commencer par dire, OK, maintenant, il faut que j'aille vendre au Togo, que j'aille vendre en Centrafrique, que j'aille vendre au Maroc. Non. C'est vous et moi, les opérateurs économiques, qui vont produire, qui vont dire, OK, voilà, nous allons dans ce pays pour investir, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Donc, le secteur privé est véritablement impliqué. Maintenant, je voulais aborder un problème par rapport aux infrastructures. Vous savez, la nécessité ou bien le besoin est mère de l'innovation, dit-on. Quand il y a besoin, on va investir pour qu'il y ait infrastructure. Ce n'est pas un blocage. Mieux, c'est un élément qui va booster l'infrastructure en Afrique. Vous ne pouvez pas aller parler avec les États-Unis, vous seul, no way. Ça ne va pas marcher parce que vous êtes tellement petit. Mais étant en supériorité numérique en termes d'habitants, vous pouvez vous adresser à n'importe quelle zone. Donc, du coup,
Pour que, par exemple, nous sommes partisans d'une zone de libre-échange entre les États-Unis et le Bénin et l'Afrique. Pour que ça arrive, les États-Unis vont exiger que l'Afrique arrive à un certain niveau d'infrastructure. Puisqu'il faut qu'on sorte de l'AGOA. L'AGOA, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut qu'on arrive à un niveau d'infrastructure en termes de transport, de communication, de système bancaire, tout ça là. Donc, tous les investissements vont aller vers ce côté-là. C'est encore économique parce que ça va créer des emplois, ça va créer de la valeur ajoutée, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas voir qu'on n'a pas ceci pour ne pas prendre la route. Il faut prendre la route et commencer par travailler à ce que ça vienne. Parce que tout ce qui amène à l'intégration de l'Afrique est mieux pour nous. L'autre aspect que si nous refusons cette intégration-là qu'on a commencé, c'est que nous serons ce que les accords CPUE ont voulu que nous soyons. C'est-à-dire que nous serons des comptoirs commerciaux où on va produire ailleurs, on viendra nous vendre. Mais ici, et avec cette zone-là, nous allons promouvoir une industrialisation, parce que si le produit vient d'ailleurs, le produit ne va pas bénéficier des tarifs, donc le produit est obligé d'être de notre zone. Du coup, vous êtes obligé de venir construire ici. Je vais vous donner un exemple. Si on a cette zone-là et on a des promoteurs de motos dans cette zone et que vous voulez importer, parce qu'au Bénin, il y a plus de 3 millions de motos, vous voulez importer, nous allons collecter plus d'argent sur ceux qui vont importer, puisque nous donnons de l'emploi à un autre pays. Mais par contre, si vous produisez ici, le marché vous est ouvert. Même celui qui veut produire là-bas va réfléchir pas deux fois. Parce qu'à ce moment donné, on va commencer par mettre en place des systèmes où les opérateurs économiques iront ensemble pour négocier le grand nombre. Donc, du coup, dans le processus de livraison, on dit non, vous allez délocaliser chez nous. Et parce que si vous délocalisez chez nous, ça nous avantage parce que voilà. Il y a l'argent sur la table, il y a l'opportunité qui est là. L'opérateur de l'autre côté va réfléchir plusieurs fois avant de dire non. Donc, du coup, il y a un avantage de notre côté. Et le fait que la population africaine est très jeune et va croissante, c'est un facteur très, très important. Quand on dit que l'Afrique, on est trop nombreux, on fait trop d'enfants, c'est faux. C'est un mensonge. La réalité est que la Chine nous a démontré qu'en ayant un grand nombre de populations, on s'impose au monde. L'Inde est sur le chemin. Pourquoi on respecte le Nigeria? Est-ce que c'est parce que c'est l'espace? Non. Les pays comme la Centrafrique, même le Congo est plus grand que le Nigeria, mais ils n'ont pas la même population. Donc c'est la population qui détermine la chose, les bouches à nourrir. Donc si on a une bonne politique pour mettre en place ce qu'on a commencé, je vous garantis que le succès n'aura pas du tout d'insuffisance. Ce sera presque parfait. Aline Assampong, alors finalement, l'avènement de la ZLECA nous conduit-il vers la monnaie unique africaine? Ça fait partie des avantages que l'Afrique, surtout la CEDEAO, va en tirer de ce grand marché-là. Et il n'y aura pas seulement la monnaie unique, il peut y avoir même une flotte, une compagnie aérienne africaine aussi, parce que la renaissance de Air Afrique. Voilà, il y aura la connectivité. Donc, il y aura la construction, la réalisation d'infrastructures routières. Donc, les pays seront interconnectés et on pourra, si le Bénin est membre, par exemple, le Bénin, si je reviens dans mon pays toujours, excusez-moi, le Bénin peut traîner longtemps, finira par rentrer dans ce marché-là. Et si le Bénin, par exemple, les Béninois, les opérateurs économiques veulent aller vendre en Éthiopie, si c'est des denrées périssables, voyez-vous, combien de temps ça va mettre? Alors que si les pays sont interconnectés, ça sera facile. Donc, il y aura beaucoup de choses. L'industrialisation, monsieur Kotchou l'a dit tantôt, quand on négocie avec les pays déjà émergents et les pays qui développés, qui veulent visiter, qui veulent s'introduire dans ce marché d'intégration-là, bon, il suffit de bien négocier et dire, ne venez pas ici avec vos compatriotes 100%, mais prenez les Béninois ou bien prenez les Africains ici parce que la ressource que l'Afrique a,
c'est la jeunesse surtout. Et il faut l'exploiter. Et quelqu'un a dit, la jeunesse seule ne peut pas se lever pour créer de l'emploi. Il faut l'aider. Et l'aider, c'est à partir de ce marché-là qui est très vaste. Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'avantages dedans. Même la santé, la sécurité alimentaire. Il n'y a pas que le commerce. Alors finalement, Georges Kotchou, je l'ai dit à l'entame de ce débat, l'heure est actuellement à la définition des modalités de fonctionnement de l'accord. Sur quoi est-ce que vous pensez que les pays signataires devraient insister? Non, dans un premier temps, c'est de former la police, la douane dans ces différents pays. Et particulièrement dans les postes frontaliers, pour que l'effectivité de la circulation des biens, d'abord, soit une réalité et totale. Parce que moi, j'ai traversé des zones de libre-échange dans le monde. Si vous traversez l'Europe, la plupart des pays, vous ne souffrez pas de tout ce qui est tracasserie que nous voyons là. Non, c'est fluide. Entre les États-Unis et le Canada, même chose. Entre les États-Unis et le Mexique, pareil. Mais si la chose n'a pas été possible avec les petits blocs régionaux que nous avons en Afrique, comment est-ce que vous pensez que ça pourrait être... Moi, je n'accuse Oui, comment est-ce que vous pensez que ça va être plus facile quand l'Afrique va être dans un premier temps, c'est pourquoi je parle de formation. J'ai eu un débat récemment. Mais des formations, il y en a eu. Des formations, il y en a eu depuis que la CEDEAO existe, depuis que la CEMAC existe, etc. Des formations, il y en a eu. Mais jusque-là, la réalité est autre sur le terrain. Vous savez quoi? Pourquoi on a une autorité? Une autorité fait du suivi et sanctionne. Simple. Donc, si vous formez quelqu'un à faire quelque chose et qu'il y a des plaintes, par exemple, je vais vous donner des exemples. Quand vous traversez la frontière Bénin-Togo, vous allez voir une grande différence. Au niveau du Bénin, rien du tout on vous demande. C'est-à-dire, c'est fluide, c'est les documents, vous passez. Du côté togolais, on rechigne un tout petit peu à vous laisser. Il faut que vous soyez... Vous savez, il y a quelques... Donc, vous voulez dire que les douaniers béninois sont mieux formés que les Togolais, par exemple? Ce n'est pas ça. Ils ont été mieux formés, mais l'autorité a donné des mots d'ordre que vous devez suivre. Et si vous ne suivez pas, il y a des sanctions. Donc, du coup, on appelle des sanctions, on se rétracte, on obéit. Donc, c'est ce qui doit se faire dans les différents pays. Seulement que ça me fait un peu mal que le Bénin n'ait pas pris le train en marche, parce que le Bénin a été l'un des pays qui a posé le meilleur pas possible. On permet aux Africains de venir au Bénin sans visa. Oui. Et pourquoi on ne veut pas faire du business avec eux? Je l'ai souligné, le débat n'est pas sur le Bénin. Le Bénin fait partie de l'Afrique, on ne peut pas éviter. Nous sommes béninois après tout. Et nous devons pousser nos autorités à faire ce qui nous arrange. Voilà. Le Bénin n'est pas signataire, mais les pays qui ont signé, qu'est-ce que vous pensez qu'ils doivent défendre à l'heure actuelle? Non, à l'heure actuelle, avant l'échéance. À l'heure actuelle, c'est la formation, la définition des différents produits qui bénéficient de la ZLECA. Parce que, on peut, par exemple, les Sénégalais, j'ai suivi pour eux, ils ont choisi un certain nombre de produits, ils ont voulu protéger les services et ainsi de suite. Parce qu'ils ont dit, quand on lance, on ne peut plus revenir en arrière. Exactement. Donc, ces différents produits vont bénéficier de, comment on appelle, des tarifs réduits ou non existants dans certains cas. Et je crois que c'est le choix des produits et services qui devront bénéficier de ça. La formation des gens en fonction pour mettre en pratique ces différentes dispositions. Parce que si vous écrivez et que dans la pratique ça ne se passe pas, ça va se faire sentir sur le résultat. Donc vous n'allez pas pouvoir atteindre les objectifs à temps. Donc ici, ce qu'il faut d'abord, c'est de former. Et quand vous formez et que vous avez défini déjà, maintenant vous faites du suivi et du contrôle. Quand il y a des défaillances, on sanctionne, simple. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alina Sampon. Oui, je crois que je partage le même avis. Il faut renforcer les capacités parce que je suis sûre et certaine qu'il y a des experts, il y a des gens dans l'administration béninoise qui ne comprennent pas encore l'enjeu.
On dépasse l'étape du Bénin, Madame Asampon. Le Bénin n'ayant pas signé, on est en train de s'intéresser aux pays qui ont signé. Alors, à l'heure actuelle, avant l'échéance du 7 juillet, où les chefs d'État vont se réunir à Niamey, quelles doivent être les dispositions que chaque pays déjà des experts, des négociateurs, et qui sont en train de travailler sur les produits à mettre sur ce marché-là, justement. Donc, il y a des stratégies de communication à mettre en œuvre pour que comment on dit, les retombées soient partagées de façon... faut pas que les plus petits soient les perdants, justement. Il faut penser aux pays qui n'ont pas beaucoup de choses, beaucoup de biens et services à mettre sur le marché, mais qu'est-ce qu'ils vont gagner? Il faut y penser. Donc, chaque pays non. Je pense qu'on ne va pas réfléchir à la place des pays qui ne réfléchissent pas pour eux-mêmes. Parce que tous les pays ont quelque chose à gagner. Moi, je vous garantis ça. Donnez-moi l'exemple du pays, je vous dis ce qu'ils ont à gagner. Tous les pays ont quelque chose à gagner. Donc, c'est au pays maintenant de voir, en termes d'avantages comparatifs, si nous laissons ceci et que nous nous concentrons sur ceci, qu'est-ce que nous avons de plus? Il y a toujours quelque chose à gagner. Parce que, aucun pays ne produit essentiellement quelque chose aujourd'hui pour dire qu'il va dominer. C'est vrai, le tissu industriel de l'Afrique du Sud est là, le tissu industriel des pays du Maghreb est là, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, c'est une opportunité pour eux d'amener dans les pays qui sont dits petits, mais n'oubliez pas quelque chose. Les pays comme, par exemple, le Maroc, pour vendre en Afrique de l'Ouest, parce que étant dans la même zone, vont transporter par la mer. Ils vont passer dans les pays côtiers. Ils vont traverser, c'est des services, jusqu'à aller dans les pays comme le Burkina, parce que traverser le désert, question de sécurité ou autre. Donc, il y a toujours un avantage. Et je vais demander aux Africains de faire l'effort de chercher à construire quelque chose. Parce que c'est très facile de trouver les impossibilités. Mais c'est très bien de chercher à voir en quoi c'est possible, en quoi on gagne. Parce qu'on gagne toujours, sauf si on ne voit pas ce qu'on veut gagner. Et le Nigeria, finalement, a choisi d'être perdant, à votre avis? Non, le Nigeria a choisi d'avoir des gains à court terme. Mais à long terme, le Nigeria va perdre. Parce que le Nigeria fait 200 millions d'habitants au maximum. L'Afrique fait 1 milliard 2. Oui. Le Nigeria fait à peine 10% ou un peu plus, environ 15%. Et donc, face aux autres, le Nigeria ne tiendra pas le coup. Le Nigeria est obligé de prendre le train en marche. Et le Nigeria a plus à gagner en prenant le train en marche parce que le Nigeria dispose déjà, par exemple, dans le secteur bancaire, de beaucoup de banques prêtes à rentrer dans la zone. Et on prend Dangote seul, c'est pas mal de choses. En termes de communication, ils ont des structures déjà en place. Ils peuvent aller investir sur le continent. Mais à court terme, ça leur profite parce que le système n'est pas encore en place. Mais ceux qui viennent toujours après, les retardataires ont toujours tort. Pourquoi? Parce que si nous prenons le monde entier, les différents tests, même la Banque mondiale, tout était fait avant l'Afrique. L'Afrique est venue après. Vous n'aurez pas le même impact au départ que quand vous venez joindre. Parce que quand vous venez joindre, c'est quoi? Les autres constituent déjà un bloc. Et vous venez changer leur manière de faire, de vivre. Vous n'allez pas pouvoir. Ça va être difficile. Donc, on va parler de négociations. Et on va vous donner quelque chose. On ne va pas tout vous donner. Alors que si vous étiez au départ, vous étiez très fort parce que tout le monde était séparé. Et vous avez plus de force. Vous pouvez imposer des choses. Maintenant, vous êtes resté dehors. Vous venez. Non, vous allez prendre le temps à marcher et continuer. Alors, en ce qui concerne la mise en place des organes de contrôle et d'arbitrage, par exemple, comment est-ce qu'il faut procéder? Je vais dire qu'il faut faire du plagiarisme intelligent parce que on a vu l'Europe, on a vu d'autres zones. Il faut copier sur cette zone-là. On a aussi le cas de l'OMC, il y a des dispositifs qui sont prévus et on se calque sur ça pour adapter ça à nos réalités. Tout n'est pas mauvais dans le monde. Il y a des choses qui sont très bonnes. Je préfère regarder du côté des bonnes choses. Et maintenant, ce qui n'est pas bien, ça ne nous concerne pas. Nous avons, je vous dis, les Africains ont un avantage. Nous avons le plus de cadres que partout au monde.
Si on réunit l'Afrique, les cadres les mieux formés. Le problème, c'est que on a, compte tenu de la façon dont l'Afrique est gérée, beaucoup sont restés ailleurs. S'ils décident de rentrer et de travailler à ce que ceci devienne une réalité, vous verrez que ça aurait un impact très très positif. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'adapter les tests à nos réalités. Ne nous donnons pas des tests qui ne reflètent pas qui nous sommes. C'est ça qui cause souvent des problèmes. On n'est pas européen, on n'est pas américain, on n'est pas asiatique, on est africain. Et étant africain, comment ça se passe chez nous? Ok, eux, ils ont dit, il faut marcher à droite, tourner à gauche. Nous, à gauche ne marche pas pour nous. Et si on tournait à droite, qu'est-ce que ça allait donner? Faire des scénarios et déterminer que bon, voilà. Parce qu'ici en Afrique, j'ai remarqué quelque chose, on fait les lois, on les applique d'abord, et après on dit, on regarde ce que c'est bon, c'est pas bon. Alors que en écrivant la loi, vous devez avoir en tête qu'est-ce que ça va donner comme impact. Vous devez avoir un maillon qui fait des projections, des scénarios qui montrent à peu près qu'est-ce que ça va donner en termes pratiques. Et vous êtes sûr d'être avec une marge d'erreur de 5%, plus ou moins. Mais si vous ne faites rien, vous écrivez seulement la loi, vous voulez mettre ça en application, puis bonjour les dégâts. Donc, ici, c'est ce que nous devons faire. Il faut avoir des gens qui réfléchissent. Ils sont payés seulement pour réfléchir. Et toutes les grandes structures au monde ont ce qu'on appelle Research and Development. Les départements de recherche et développement. Ça leur permet de faire des scénarios, de faire tout. Ils peuvent faire des erreurs par la suite, mais personne ne les accuserait de ne pas avoir fait le devoir de maison. Donc, c'est ce que nous devons faire d'abord à ce niveau-là, au niveau de l'Afrique. Et je crois que en lit certaines personnes par rapport au projet, c'est un travail qui est en cours. Et je crois que ça va se poursuivre. De toute manière, on n'a pas le choix. Si nous voulons exister, c'est le chemin à suivre. Léna Stampon, une Oui. réaction par rapport à ça? Oui, je voudrais Plagier les autres réussites, on va dire ça L'union- comme ça, l'union- c'est la l'union- meilleure façon de procéder à votre avis? Je crois, bon, parce qu'il y a toujours quelque chose de bien qu'il faut copier chez l'autre, pour aussi, surtout qu'on n'a pas, on n'a pas déjà ces ressources-là, ces connaissances-là. Et c'est ce que l'Union africaine et la CEA ont fait. Ils ont mené des études. Et ces études, surtout au niveau de la CEA, révèlent que déjà, si on va dans ce grand marché d'intégration économique-là, il y a environ 400 000 populations, 400 000 de populations pauvres qui seront sorties de leur précarité. Et déjà, avec le commerce intra-africain, déjà, c'est 35 milliards de dollars par an que le continent aura à gagner. Et par rapport aux importations, il y aura 10 milliards par an qui seront réduits. Et on va gagner au niveau de l'exportation, toujours dans le même domaine, de 4 à 21 milliards, avec le niveau de référence qui est 2022. Donc, c'est des études qui sont déjà faites au niveau continental. C'est pourquoi ces dirigeants-là, les pionniers et ceux qui sont engagés dans cette lutte-là, invitent tous les pays à prendre ce train de développement. Alors finalement, Georges Coutou, pourquoi pensez-vous que les pays n'ont pas eu autant d'engouement à ratifier l'accord? Je vous dis, nous n'avons pas de pays indépendant en Afrique. Nous avons l'indépendance nominale, mais il y a les pressions extérieures. C'est ça qui a fait que ça a traîné longtemps. Parce que vous savez quoi? Si vous réduisez votre balance, votre déficit commercial envers les autres, c'est que vous devenez plus riche. Et votre richesse ne fait pas la richesse de l'autre. Donc, du coup, quand vous avez une bonne initiative, on vient vous décourager, les médias disent des choses, les chercheurs d'ailleurs écrivent plein de choses. Donc, ça fait que ça donne du plomb dans l'aile. Les pressions ne sont pas toujours directes. Et on dit à mon couvert que si vous allez dans cette zone-là, puis nos dirigeants commencent par se rétracter. Mais, étant donné qu'il y a certains
qui ont vu juste, qui ont réussi à jouer le jeu. C'est-à-dire que quoi? Si nous devenons une zone, c'est que vous gagnez aussi. Si vous avez deux pays presque développés, ils se parlent mutuellement, ils se respectent davantage et ils peuvent faire beaucoup d'argent. Donc, ça a fait que, bon, ça a traîné, mais c'est en train de prendre corps. Seulement que je sais qu'il y aura beaucoup d'obstacles. Parce que quand ça va commencer par prendre sérieusement, et les discussions, surtout les pays colonisateurs d'entre-temps, vont commencer par voir leur marge de manœuvre s'effriter. Parce que quand on va arriver au niveau de l'union économique, parce qu'on va dépasser, on va avancer pour atteindre l'intégration économique, c'est qu'on parle d'une seule voix. Donc, le colonisateur d'entre-temps n'a plus cette force sur le pays. Donc, ils sont en train de perdre leur capacité d'influencer les décisions de ce pays en question. Donc, c'est là que les gens vont vouloir bloquer et créer des troubles par-ci, par-là pour empêcher que ça continue. Mais c'est important qu'on commence parce que si on est soucieux de faire du business et on veut protéger le business, automatiquement la sécurité vient. Les djihadistes et autres vont commencer par être réduits dans leur marge de manœuvre parce que quoi? Eux aussi, ils ont des gens qui font du business. Et ils veulent aussi gagner de l'argent. Donc, il serait facile d'amener les gens autour d'une table de négociation. Parce que si l'Afrique est instable politiquement et au plan sécuritaire, c'est que économiquement, ça ne va pas vraiment aller. Mais si l'économie prend le pas, le reste est facile. Et je crois que l'Union européenne a quand même intérêt pour que ça marche ici. Parce que déjà, l'Occident est acculé par l'immigration. Alors qu'avec la ZLECA, les jeunes seront fixés sur place. Ils n'iront plus mourir dans la Méditerranée ou bien ailleurs. Ils seront là pour travailler parce qu'il y a l'emploi, il y a des activités productives. Non, donc, je ne suis pas d'accord. 24 belle, parce que la semaine dernière, juste la semaine écoulée, il y a le conseil d'administration de l'Union européenne. Le président à la tête d'une délégation qui a été reçue par la secrétaire exécutive de la CEA, parce qu'on a dit, toutes les chaînes, les médias ont dit, bon, désormais, la ZLECA rentre, et la date de 30 mai marque l'entrée en vigueur de la ZLECA. Donc, est-ce que cette histoire-là, ça va marcher? Je suis sûre. Moi, à mon niveau ici, moi, je me dis, c'est pourquoi ils s'en inquiètent. Ils sont allés voir la dame, mais la dame les a rassurés. Nous sommes sur la bonne voie. Et on s'est levé pour partir. Et c'est le plus grand accord mondial, si jamais ça marchait, parce que l'Afrique, ça sera un grand bloc qui va dépasser tous les blocs. Georges Kotchou, ça ne peut que marcher. Réagir. Ça ne peut que marcher. Voilà, donc les gens ont peur, je veux dire. Non, ils ont peur. Vous savez quoi? Dans un jeu, je dis toujours, d'abord la vie, tout ce que nous faisons, c'est un jeu. C'est une question de positionnement, c'est une question d'habileté à pouvoir anticiper sur ce que l'autre va faire ou l'autre ne va pas faire. Eux, ils feront ce qu'ils doivent faire. Nous, Africains, nous devons faire ce que nous devons faire. Ils vont venir jouer. Nous devons être en mesure de jouer le même jeu qu'ils ont joué. Et vous estimez que nous, Africains, nous sommes réellement prêts pour avoir notre marché commun? Pour commencer, je vais vous dire, moi, je suis prêt. Et je connais beaucoup d'Africains qui sont prêts à travers les différents pays de la ZLECA. Et ça fera que nous serons tous prêts. Pourquoi? Parce que, vous savez, il faut éclairer nos gens. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup d'Africains sont en train de prendre conscience par rapport à hier. Donc ça va faire que les gens vont comprendre qu'en fait, on n'est pas différents. Donc on peut travailler ensemble. Ce qu'on nous raconte n'est pas une réalité. Pourquoi devons-nous continuer à nous diviser? Donc revenons ensemble. Donc ça, ce mouvement-là fera que la ZLECA ne peut que marcher. Ce que moi je veux souligner, c'est que faisons en sorte que
cette ZLECA débouche sur un développement à visage humain et qu'au lieu de 400 000, qu'on ait des centaines de millions d'Africains sortis de la pauvreté. Merci beaucoup, Georges Koutchou. Alina Sompon, vous restez optimiste par rapport à ce projet? Oui, je suis très optimiste. Je sais que c'est une chance, c'est une opportunité pour surtout les pays, les PMA, les pays moins avancés, parce qu'ils seront entraînés par les pays émergents. C'est le petit pays qui reste dans son coin et qui n'ouvre pas son marché sera toujours pauvre. Hein? Merci beaucoup. Merci Alina Sompon. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques, mais également promotrice du journal en ligne l'intégration.com. Vous aviez en face de vous Monsieur Georges Koutchou, il est consultant en développement. Merci à tous les deux d'être passés sur SICA TV et à très bientôt. Merci. Madame Marançon.